Je voudrais surtout souhaiter la bienvenue à mes invités, qui sont au nombre de 5 ce soir. Donc, on compte parmi les 5 invités 3 écrivaines, Stéphane Martelly, Catherine Marikakis et Catherine Lalonde, et 2 universitaires. Alors, je vous les présente dans l'ordre de leur intervention, qui n'est pas l'ordre dans lequel ils sont assis ici. J'ai dit à Catherine tout à l'heure que je voudrais que ça se fasse dans le désordre, donc on va essayer de voir ce que ça donne sur les Amazones. Donc, ces figures mythologiques, mythiques sur lesquelles nous avons réfléchi, et à propos desquelles nous allons entendre donc 5 points de vue différents, des interventions tout à fait diverses et variées. Donc à ma gauche, je vous présente Stéphane Martelly, écrivaine, peintre et chercheur. Elle est née à Port-au-Prince. Elle pratique une approche transdisciplinaire à propos d'une démarche réflexive sur la littérature haïtienne contemporaine, sur la création, sur les marginalités littéraires, ainsi que sur les limites de l'interprétation. On tombe souvent sur les limites de l'interprétation. Elle est l'auteure d'un essai littéraire sur le poète Magloire Saint-Aude, et d'un essai en recherche-création intitulé « Les jeux du dissemblable, folie, marge et féminin en littérature haïtienne contemporaine ». Elle est invitée ici en tant qu'écrivaine, donc j'ai beaucoup insisté là-dessus. C'est la même chose pour Catherine Lalonde et Catherine Marikakis. Donc un de ces livres que je voudrais mentionner, c'est « Folie passée à la chaux vive ». Alors il sera question, je crois, des périls de l'écriture pour les Amazones, parce que le thème général et générique, c'est le retour et la présence des Amazones. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Ça sera à vous de nous le dire ou de le problématiser. Deuxième invité, Marcello Vitali Rosati, professeur au département des littératures en langue française, détenteur d'une chaire de recherche sur les écritures numériques. Vous le connaissez peut-être. Il est également directeur d'une revue Sens Public et co-directeur de la collection Parcours numérique. Je me suis dit, est-ce que je vais le citer ou pas? Je vais quand même te citer parce qu'il m'a répondu à mon invitation. Il y a beaucoup d'Amazones et je me sens très peu légitimée pour en parler. Alors on va voir si tu trouves une certaine légitimation. Il est spécialiste surtout des identités numériques sur le web. Avec Marcello, on a essayé de voir un petit peu s'il existe des communautés d'Amazones sur le web. Alors tu vas nous en parler. Troisième invité, professeur également au département des littératures de langue française, spécialiste des écrits des femmes de l'Ancien Régime. Il a beaucoup édité les textes de femmes, dont Élisène de Crène, que vous connaissez sans doute, si ce n'est pas le cas. Alors c'est quelqu'un qu'il faut découvrir pour le XVIe siècle. Donc c'est quelqu'un qui fait un travail d'historien, mais d'éditeur de textes de femmes pour les rendre disponibles, pour les rendre visibles surtout. Tout récemment, il a édité un recueil intitulé Remontrances, prophéties et confessions de femmes 1575 à 1650. Donc c'est un recueil de textes polémiques que tu rapprocheras éventuellement des Amazones ou pas, on verra. Donc ça va être le point de vue historique, parce que les Amazones, telles qu'on les a vues hier et aujourd'hui, elles chevauchaient le 19e, le 20e et le 21e siècle, mais il n'était pas question ni du Moyen-Âge ni de la Renaissance. Catherine Lalonde, écrivaine, poète et journaliste au Devoir. Vous l'avez probablement lu dans ses textes qu'elle publie au Devoir. Elle a fait des études de théâtre et de danse contemporaine. Elle est surtout l'auteure de plusieurs recueils de poésie. Poète de Cassandre, de Corps étranger, pour lequel elle a obtenu le prix Émile Nelligan. Et le dernier recueil publié s'appelle La dévoration des fées, publié en 2017. On va passer à la deuxième Catherine, à la seconde Catherine Marikakis, qui a ouvert le colloque hier matin dans une conférence inaugurale consacrée aux terroristes allemands et le lien qu'on peut établir avec le terrorisme exercé dans l'imaginaire historique contemporain par les Amazones. Sans doute écrivaine, essayiste, spécialiste recherche-création. Donc, comme j'ai dit hier, elle se bat pour la consécration de la recherche-création dans une université qui n'en faisait pas jusqu'à
jusqu'à tout récemment. Elle est ici ce soir en tant qu'écrivaine uniquement, donc ne lui posez aucune question sur la recherche qu'elle effectue aussi. Alors, je vais mentionner encore en rafale, Catherine, tu m'excuseras pour la répétition, Deuil, cannibale et mélancolique, Fleur de crachat, Ça va aller, c'est un titre qu'on peut citer comme ça, vous savez quand ça va pas dans la vie, vous dites ça va aller, puis vous citez Catherine Marikakis. Le ciel de Bay City, la balade d'Ali Baba, Oscar de Profundis, où elle reprend justement le grand mythe de l'Apocalypse. Ce qui restera, un dernier texte autobiographique, autofictionnel qui remonte à 3 souvenirs d'enfance absolument recommandables. Et je fais l'impasse sur les essais que j'ai déjà mentionnés hier aussi. Donc voici les 5 invités. Merci encore une fois d'être là, d'avoir donné suite à cette invitation. Et je donne la parole à Stéphane. Donc chaque invité dispose d'à peu près 5 à 8 minutes de temps de parole. Je vais vous faire interagir après, puis ensuite je céderai la parole à la salle. Alors, merci beaucoup Andrea Aubert pour cette très belle invitation. Je ne vais pas être très longue, je vais juste poser quelques éléments sur la table et puis après on verra ce qui se produira. J'ai intitulé brièvement une brève intervention Dora Milaje, Amazon et écriture. La première image qui m'est venue en préparant cette intervention est celle de ma tante, Chantal Boisson, en tenue d'apparat, brandissant son katana à Port-au-Prince, comme la première femme samouraï d'Haïti. Pour la première cohorte, il n'était que 6 et elle était la seule femme. Déjà ceinture noire de karaté, elle avait entrepris cette nouvelle étape avec passion et ne me montrait que rarement son sabre aussi aiguisé qu'il tranchait les bouteilles, avec facilité. La première et la seule fois qu'ils ont fait une démonstration, le public fut si terrifié qu'ils n'en firent jamais plus d'autres, apprenant à la place à ne pas dégainer une arme dont chaque coup était mortel. Chantal Boisson était la plus menue dans un mur de colosse, mais tout aussi redoutable. Que je rassure tout de suite, elle n'a jamais donné la mort. Pour elle, qui était aussi médecin, ce savoir, selon elle, en faisait un être complet, c'est-à-dire capable de soutenir la vie et la mort au fil du rasoir, comme potentialité redoutable dans des temps meurtriers. Je commence donc sur cette femme guerrière, en ce jour où plus que jamais nous avons besoin d'Amazon, de Dora Milaje, des temps modernes, ces images de femmes qui se saisissent des armes, qui survivent et se défendent. Poursuit par une parole d'une autre femme, Monique, estimable aînée, interviewée dans le cadre d'un projet d'histoire orale, l'histoire de vie que j'ai fait autrefois. Ces mots qu'un jour elle m'a dit pour me parler de mon parcours peut-être et de celui de tant d'autres qui nous avaient précédés. Elle me l'a dit pour m'inscrire à son tour dans son projet, à ma place, et dans une lignée. Je cite, « Nous qui avons connu le couteau, ce n'est pas la lame du rasoir qui nous fera peur. » Elles avaient toutes 2 raisons de me montrer ces choses anciennes, immémoriales, d'un temps que l'on croit révolu, ici, car c'est ainsi que j'écris, je crois, dans des filiations obliques et larvées qui nous relient comme un fil sans pair, l'une à l'autre. C'est ainsi que j'écris entre mort et guérison, entre silence et parole, en un mot, sur le fil du rasoir, moi à qui la lame ne fait pas peur. J'écris sur le tranchant en dégainant à peine, liquidant de peu, sauvant de justesse, adossé à des silences historiques et des paroles retenues, des mots en défaut et des phrases incomplètes. C'est de ce creux improbable que j'ai tiré mes narrations trouées, mes fables impossibles, et surtout mon livre inventaire. C'est depuis les blancs des récits autobiographiques que je tente depuis peu de faire émerger une pensée et une écriture depuis le creux de ce silence. C'est sur ce tranchant que, guerrière imprévue, j'écris et je fais continuer une parole qui n'a jamais été que très rarement attendue. J'écris d'une écriture qui ne tient qu'à un fil, sur le bord de faillir, et qui néanmoins possède la solidité redoutable de ce qui persiste. Procédant des mots qui restent et protestent en dépit d'eux, qui imaginent quand l'imagination même est une vaillance, alors que les mots ne nous ont pas prévus. Alors s'appuyer sur cette absence, ce défaut, ce silence, cette non-attente, voire ce désespoir, n'avoir que faire de l'espérance, pour citer Annie Jean, et couper à vif. Que toutes les stratégies pour écrire soient comme une samouraï, des gestes efficaces, vitaux et meurtriers. Et qu'enfin l'écriture raccommode, sauve, apporte danger, délivrance et victoire, alors que rôde la défaite et la fin, que le courage de cette interruption du monde me soit accordé, au nom d'elle, toutes, et du mien seul, et que jamais je ne sois tue. Je termine par un poème. Ablution. Consentir, forcené, au bris de mon corps, sur ce moelleux,
sur cette sécurité poisseuse, pour vous porter mon sang plus haut, de sensibilité poisseuse. Mine de rien, des livres sous le bras, le mériter, sortir la langue, appeler les couteaux. Merci. Merci beaucoup Stéphane. Marcello, tu enchaînes? Oui, j'enchaîne. Donc d'abord merci Andrea de m'avoir menacé que si j'acceptais pas l'invitation, la rage des Amazones se serait renversée contre moi. Et c'est un peu pour cette raison que j'ai accepté l'invitation, parce que donc par peur et pas par fierté, parce que je me sens, comme le disait Andrea, très peu légitime à parler de ces sujets. Cependant, je vais essayer de dire quelque chose sur mon expérience de lecteur d'écriture numérique. Alors, en 1996, John Perry Barlow lançait un appel qui est devenu connu, qu'il appelait la Déclaration d'indépendance du cyberespace. L'idée de Barlow était nous avons finalement un espace sans pouvoir, que nous pouvons agencer comme nous voulons, libre des pouvoirs institutionnels constitués dans l'espace réel. Bon, cette idée était peut-être un peu naïve et peut-être un peu dépassée aujourd'hui, parce qu'on ne peut plus considérer les cyberespaces comme un espace séparé. C'est l'espace dans lequel nous vivons. Nous évoluons dans un espace numérique, et cette idée de l'espace sans pouvoir est évidemment fausse. L'espace du web ressemble peut-être plus aujourd'hui au Far West, dans le sens que c'est l'espace en effet à occuper, mais vite occupé par des pouvoirs très forts. Et justement à l'ouest se trouvent les entreprises qui sont en train de l'occuper. Si on pense aux entreprises de la Silicon Valley qui forgent l'architecture de cet espace et qui font en sorte que cet espace n'est pas finalement si commun et public qu'on pourrait le vouloir et que le voulait Barlow en 1996. Alors, mais dans le Far West, on sait, il y a des cowboys et il y a quelque temps, une écrivaine, Paul Macroux, écrivait un article sur les cowgirls, les écrivaines du web comme cowgirls. Et c'est une image qui me semble intéressante, c'est-à-dire il est vrai que l'espace numérique est un espace à conquérir, est un espace à occuper, mais aussi à inventer. Il est vrai que c'est un espace, si ce n'est pas un espace vide de pouvoir, c'est un espace où les relations de pouvoir sont en train de se faire. Donc elles sont encore un peu non structurées. Elles laissent de la marge. Il y a une possibilité d'occupation. Et c'est dans cette configuration-là que je remarque que les communautés de femmes et de femmes écrivaines arrivent peut-être mieux que dans l'espace pré-numérique à agencer des espaces publics. Et des espaces publics qui sont en effet des espaces d'Amazon, parce que ce sont des espaces produits, réglés et tenus par des femmes écrivaines, et qui s'affirment comme espace institutionnel. Donc il y a des communautés de femmes écrivaines qui probablement auraient plus de mal à se revendiquer en tant que telles dans l'espace pré-numérique, avec des institutions déjà posées et avec justement des relations de pouvoir déjà posées, et qui arrivent à créer quelque chose de fort dans l'espace numérique. Juste petit constat, sans vouloir faire d'efforts pour choisir des femmes dans mon corpus, ce qui est très souvent le cas, l'exercice que nous devons faire en tant qu'universitaires, parce que sans faire cet effort, comme vous le savez mieux que moi, les corpus sont à 99%, sinon à 100% masculins. Donc si vous faites un cours sur le 19e siècle, il faut faire l'effort, parce que si vous prenez un manuel traditionnel, vous trouvez que des noms d'hommes, pas parce qu'il n'y avait pas de femmes, mais parce qu'on a institutionnalisé cette vision. Et alors, sans faire cet effort-là, quand je fais mes corpus pour mes cours sur la littérature numérique, je me rends compte qu'il y a peut-être pas toujours une majorité, mais toujours quand même au moins une moitié de femmes, et très souvent des communautés
justement des femmes écrivaines. J'en cite juste quelques-unes. Victoria Welby, qui revient très souvent avec une plateforme où elle écrit des nouvelles, des contes, des textes des différents types. Albertine Bouquet, complètement autre style, mais quand même qui touche un grand public, mais avec des inventions de textes qui peuvent être intéressantes. Geneviève Petersen ou Anne Archer, dont l'identité est mystérieuse, mais qui revendique une écriture féminine forte en faisant voir comment dans l'espace du web elle, en tant que femme, peut prendre la parole. Donc on ne prend pas l'épée, mais on prend la parole et on produit un espace de discours qui est un espace qui ouvre une communauté d'Amazon et qui change aussi les rapports et les enjeux institutionnels. Donc par exemple, dans l'écriture de plusieurs de celles que j'ai citées, Anne Archer en particulier, Victoria Welby, Albertine Bouquet, il y a la revendication d'un désir féminin écrit au féminin et donc d'un discours d'une communauté qui se forme autour du point de vue d'une communauté de femmes. Donc, je pense que l'enjeu principal aujourd'hui, c'est de créer des espaces publics numériques pour ne pas faire disparaître la possibilité du commun et de ne pas se faire complètement bouffer par les 5 ou 6 entreprises de la Silicon Valley. Et je constate que les communautés d'Amazon ont un rôle prépondérant dans la production d'espaces de ce type. Merci. Merci pour ce beau plaidoyer pour la conquête de l'espace numérique par les Amazones sur le web. On voudra entendre un peu plus tout à l'heure. Donc on passe à Jean-Philippe Beaulieu. Merci, pour une perspective Andrea. un peu plus historique. Oui. Là, vous allez voir que ce que je vous offre, c'est un peu le résultat de devoirs de mémoire, si on peut dire, en se rappelant bien sûr que les Amazones n'ont jamais tout à fait disparu de l'imaginaire collectif entre l'Antiquité, dont on a quand même pas mal parlé au cours du colloque, et le 19e siècle, qui représente le terminus aquo de la plupart des communications qu'on a entendues depuis hier. Mais il y a quelque chose de vertigineux à vouloir rendre compte sur une si longue période d'une figure fascinante, mais problématique, bien sûr, et ce, dès l'Antiquité, dès la culture antique, puisqu'en effet, en refusant leur destin de femmes, comme la société grecque le concevait, les Amazones bouleversent l'ordre social, certains diraient l'ordre naturel, et se trouvent pour cette raison relégués aux marges des terres habitées et du monde civilisé, en Scythie selon Hérodote, en Libye selon Diodore de Sicile. Les pères de l'Église et les compilateurs du Moyen Âge sont tributaires de cette vision qui fait des sociétés d'Amazon une sorte de monde à l'envers, mundus inversus, qui se trouve repoussé lors de l'exploration du Nouveau Monde vers une nouvelle marge, les territoires reculés du Brésil et du Venezuela. Avec le regain d'intérêt pour l'Antiquité qui marque la Renaissance, il me semble cependant que l'Amazone investit plus largement la sphère culturelle, mais plus souvent, vous allez voir, c'est un peu le constat qui résulte des observations que je vais vous livrer, mais de manière peu centrale. En effet, l'Amazone ne donne qu'assez rarement lieu à des développements substantiels dans les textes, à tout le moins, à part la Masinoda, c'est un poème épique de 1503 d'Andrea Staggi, au centre duquel se trouve la figure de Pentésilée, et bien plus tardivement et de manière transposée dans la pièce Belle in Campo de 1662 de Margaret Cavendish, où dans le cadre de la guerre civile anglaise, une aristocrate lève une armée de femmes royalistes. Le plus généralement, ce qu'on trouve dans les textes, ce sont des allusions, des reprises, des passages de Virgile, Pline, Plutarque, relatifs aux Amazones, et qui tendent généralement à normaliser celles-ci en n'insistant pas trop sur les conséquences sociopolitiques, plutôt gênantes, de leur mode de vie. On trouve deux contextes principaux d'utilisation de la figure de l'Amazone en poésie, bien sûr. Et c'est surtout ce qui va m'intéresser dans les écrits se penchant sur la valeur du sexe féminin. Dans le premier cas, l'Amazone est volontiers envisagée dans un contexte collectif,
Donc la notion de communauté qui était présente, dont on a parlé pendant le colloque, se trouve investie d'une certaine façon dans la poésie, alors que dans les textes relatifs à la valeur du sexe féminin, l'Amazone est considérée au singulier comme un type particulier de femme, catégorie de femme. Donc, un mot sur les discours poétiques du XVIe siècle, surtout, où on trouve des références plutôt ponctuelles aux Amazones. Et c'est généralement plutôt le mélange de prouesse et de chasteté, j'insiste sur le mot chasteté, qui est associé à ces femmes et qui intéresse les auteurs, tel Ronsard qui les fait figurer dans son triomphe de la chasteté. Ces textes prennent souvent la forme de mascarades ou de ballets. C'est le titre qu'on donne à ces textes-là, comme si les Amazones trouvaient plus volontiers leur place dans un registre ludique et allégorique qui leur confère un statut plutôt abstrait. Des cas intéressants sont notamment pour une mascarade d'Amazon, texte de 1579 signé par Catherine Desroches, ou encore le ballet des Amazones désarmées de Marie Gournay, de 1619, qui, l'espace de quelques vers, donne une voix collective à ces femmes. On ne s'étonnera pas que ces pièces allégoriques soient citées par des autrices, excusez-moi, le féminin qui est très courant, cette forme-là du féminin qui est très courante sous l'Ancien Régime, au XVIe siècle. Qui revient, c'est ça. Donc on ne s'étonnera pas que ces textes soient signés par des autrices que leurs autres écrits montrent préoccupées par la condition de leur sexe. Dans le cas de Marie de Gournay, à qui on doit le premier texte où il est question de l'égalité des hommes et des femmes. En effet, c'est sur le terrain de la querelle des femmes que la figure de l'Amazone a probablement le plus de résonance au début de la modernité. Mais dans les divers textes qui contribuent à cette querelle, c'est-à-dire les apologies du sexe féminin et les éloges collectifs de femmes, c'est-à-dire on regroupe, si on peut dire, des éloges de femmes individuelles, mais aussi dans les écrits politiques qui se penchent sur l'exercice du pouvoir féminin, notamment les régences assurées par des femmes. L'Amazone se présente au singulier comme une manifestation, une variation de ce qu'on appelle à l'époque la femme forte. Elle se trouve associée aux héroïnes bibliques, Judith, Déborah, ou antiques, Zénobie dont on a parlé hier, ou Camille. Exemples plus nombreux, mais éloquents de la force de caractère des femmes, mais aussi de leur disposition à l'exercice du pouvoir et de la guerre, comme l'illustre la Chlorinthe de la Jérusalem libérée du Tasse. Un ouvrage qui témoigne de l'intérêt suscité pour de telles figures est la Galerie des femmes fortes de 1647, ou un jésuite, Pierre Lemoine. En s'attachant aux différents visages de la femme forte, parle d'abord des Amazones comme un groupe, en évoquant rapidement les exploits de ces femmes antiques avant de s'intéresser à leurs avatars récents, notamment en affirmant que la France a eu ses Amazones, qui se déclinent comme autant d'individualités. René Clermont d'Amboise, Jeanne de Flandre, mais surtout Jeanne d'Arc, bien sûr, qui représente le plus bel exemple de christianisation de la femme guerrière. Non sans problème, mais ça c'est une longue question. Lemoine illustre bien la propension du XVIIe siècle à utiliser le terme Amazone de manière métaphorique, comme un qualificatif qui ne retient du modèle antique que la virtu, c'est-à-dire la force au sens viril, bien sûr, du terme, la bravoure, donc le courage, envisagé toujours comme un attribut individuel. Il faut dire que l'époque se plaît à qualifier par ce vocable des femmes armées et souvent habillées en hommes, dans la réalité, là je parle de la réalité historique, notamment Albert Barbe de Saint-Balmont, qui a écrit une tragédie, mais ce n'est pas surtout comme ça qu'on la connaît, qui s'est mérité le surnom d'Amazone chrétienne en défendant ses terres en Lorraine là, pendant la guerre de 30 ans. Pendant la Fronde, en 1649 et 1652, on qualifie d'Amazone plusieurs grandes aristocrates qui ont pris les armes du côté de ceux qui s'opposent à Mazarin. Ainsi, la cousine de Louis XIV, la grande mademoiselle, se voit désignée dans divers pamphlets comme l'Amazone des Français. Tandis qu'un libelle intitulé L'Amazone française décrit de cette façon analogue, donc Marie Doran, duchesse de Chevreuse. De telles analogies montrent que le modèle de l'Amazone est assez répandu au XVIIe siècle et représente une référence positive servant à donner une légitimité à ces femmes qui combattent les abus du pouvoir royal, même si au début de la modernité, me semble-t-il, on refuse généralement une identité communautaire aux Amazones qui se voient réduites à un référent vidé de ses attributs les plus gênants. On est loin ici des sociétés féminines imaginées au cours des années 70 par Françoise Daubonne, dont on a parlé aujourd'hui, ou encore par Claude Veillot dans un roman qui s'appelle Misandra. Mais cette présence relativement discrète a néanmoins contribué à conditionner l'imaginaire social, c'est l'hypothèse que je formule à ce sujet-là,
en le rendant mieux disposé à accepter la prise de parole politique et militaire par des femmes, à une époque où, rappelons-le, la France connaît en moins de 100 ans 3 régences assurées par des reines-mères, à une époque où la loi Salic est censée l'interdire. C'est dans ces eaux troubles que, métaphoriquement et plutôt timidement, surgit la figure de l'Amazone, même si on a parfois l'impression que la métaphore s'emballe lorsque des religieuses de la Nouvelle-France, telles Marie Morin, rédigeant au XVIIIe siècle les annales de leur communauté, expriment l'admiration qu'elles éprouvent pour les pionnières de la colonie en les qualifiant d'Amazones ou d'Amazones chrétiennes, les Canadiennes, bien sûr, les femmes de colons, qui sont prêtes à se défendre par les armes, de même que les sœurs fondatrices de leur communauté et des laïcs exemplaires comme Jeanne Mance. Dans le contexte de la marge géographique que représente le Nouveau Monde, où les femmes sont soumises à des épreuves considérables, l'image de l'Amazone semble donc s'imposer pour rendre compte d'une détermination féminine que l'Ancien Monde, quant à lui, ne peut admettre que du bout des lèvres. Merci. Il fallait traverser l'Atlantique pour s'affirmer en Amazone de ce côté ici, visiblement. Merci beaucoup pour ta contribution. Alors, Catherine Lalonde. Quand Andrea m'a invité à participer, elle m'a posé la question: que serait l'artiste en Amazone? Et il m'a semblé que pour être juste, les hypothèses, les éléments de réponse devaient être Voilà, je pense que Andrea, vous rigolez en me demandant. si on ne fait pas un effort, 99% du corpus leur appartient. C'est vraiment très beau l'arbre en dessous. C'est vraiment très beau l'arbre qui va en dessous. L'espace public en Amazone. Faudrait avoir le courage d'aller sur la ligne jaune dans le milieu de la rue. On y va! Go! Vous me permettrez de nommer Rachel McFrum, Emilia Allard, Johanna Bienez, Morena Prats. S'il vous plaît, ce sont des artistes à découvrir. Merci beaucoup à toutes. Vraiment, c'est assez inattendu. Et vous avez bien fait de garder le silence là-dessus. Pour nous aussi, c'est un peu inattendu. J'espère qu'il y aura d'autres performances de ce genre-là. Alors après Catherine Lalonde, à toi Catherine. C'est difficile, mais j'ai pas le même talent. Donc, je commence. J'ai tout de suite pensé à Hippolyte. Probablement à cause de Colin, que j'aime tant et qui parlait si bien d'Hippolyte en classe. J'ai pensé à Hippolyte, le fils de l'Amazone, pas à l'Amazone, Hippolyte, sa mère, la mère d'Hippolyte, et au fils Hippolyte, fils d'Hippolyte et de Thésée. Donc, à Colin, qui me fait penser à Hippolyte, le fils d'Hippolyte. Quelqu'un a dit Amazone, et j'ai tout de suite enchaîné dans ma tête. Tu connais le fils de l'Amazone, ce prince si longtemps par ma même opprimé. C'était Racine, c'était Phèdre qui me revenait en entier. Je connaissais Phèdre par cœur, avant, très avant, plus maintenant. La mémoire, comme tout le reste, fout le camp. On dirait qu'il ne reste pas grand-chose, sauf peut-être Hippolyte. Je me rappelle, oui, Phèdre aimait Hippolyte et tous les deux en sont morts. Phèdre me revient un peu, je rougis, je pâlis à sa vue. Quelque chose comme cela. Et moi, je n'aime pas Colin, même si je l'aime, mais sans rougir, sans pâlir, mais quand même un peu, mais pas comme Phèdre aime Hippolyte.
Alors j'ai pensé à Hippolyte, pas à Penthésile, pas à Diane, pas à Hippolyte la mère d'Hippolyte et pas à Antiope, ni à Orythree sœur d'Hippolyte. Non, juste à Hippolyte. Juste à Hippolyte. Ou encore à Colin. J'essayais de penser aux femmes, les Amazones, mes Amazones, et je ne pensais qu'aux fils, aux sauvages, aux chastes Hippolyte, comme le dit Sénèque. Et pourtant, je me dis féministe, oui, je le suis, je le dis, je me bats facilement. J'ai longtemps essayé d'être une Hippolyte, la mère d'Hippolyte, c'est-à-dire une mère qui n'élèverait pas ses enfants ou qui n'en mettrait pas au monde, en tout cas, pas de fils, mais même des filles, je n'en voulais pas. Je voulais devenir une mère qui n'accouche de rien. Jeune, très jeune, je pensais seulement à des enfants spirituels, peut-être sans esprit, mais spirituels tout de même. Spirituel, ce n'est pas rien dans mon esprit. Je me voyais comme Hippolyte, la mère qui n'a pas envie de fils ou pas envie d'enfant, mais tout à coup, j'ai eu une fille qui vit loin des forêts, les forêts des chasseurs, comme Hippolyte, une fille qui hante la savane. Tant pis pour Hippolyte, la mère. C'est elle que j'ai abandonnée? Oui, un peu. Je suis restée avec Hippolyte, son fils, dans la tête. Hippolyte, le fils d'Hippolyte. Hippolyte a donné son nom à Hippolyte. C'est déjà pas mal, c'est déjà quelque chose qui passe de la mère au fils. À cause de cet écho des noms, il ne m'aurait pas été bien difficile de penser à Hippolyte, la mère, mais je ne pensais qu'au fils. C'est sur lui que j'avais envie d'écrire, pas sur elle, Hippolyte et les Amazones, chez qui il n'a pas vécu, mais sur lui. Hippolyte, c'était pas son genre d'élever Hippolyte. Hippolyte, il faut vraiment apprendre à se méfier de soi, me dis-je, moi qui ai lu Wittig, qui lui vu un culte fou, qui relit les guerrières avant mes combats, tous mes combats et même les plus déloyaux. Je pense à Hippolyte. On me dit Amazone, et voilà que je pense à Hippolyte, le fils, et pas à la mère, et à Colin, pourquoi pas. Quelle traîtresse! Mon esprit n'arrive pas à Hippolyte, la mère, mon esprit n'arrive plus à devenir Amazone, se mettre au diapason du nous, à ce nous dont nous sommes des filles qui pensons aux filles. Et me voilà en train de penser au fils, alors que l'on me parle Amazone, au fils, et pourquoi pas au Père et au Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on commence à penser au Fils, on se retrouve avec la Sainte Trinité et tout Saint-Frusquin. À penser à Hippolyte, qui dans la pièce de Sénèque manie l'art aussi bien que sa mère, qui rêve de forêt. J'y vole, dit-il. Oui, le sauvage chasse Hippolyte, comme l'appelle Phèdre dans Sénèque, m'apparaît. Hippolyte, le misogyne, celui qui aime la chasse, que vas-tu chercher dans les bois? Qui aime donc la chasse et pas les femmes, celui qui déclare par la voix d'Euripide, que je vais prendre toute go, toujours je prends par la littérature les voix des hommes, combien je suis infâme. Je ne me lasserai pas de haïr les femmes, dût-on m'accuser de le répéter sans cesse, parce qu'elles ne se lassent pas non plus d'être perverses. Qu'on leur apprenne donc à être vertueuses, ou qu'on me permette de me déchaîner contre elles. Pour n'en citer qu'une seule, l'épouse d'Égée, Médée suffit pour rendre tout son sexe odieux. Il y va fort, Hippolyte, pas avec le dos de la cuillère. Et moi non plus, en répétant et en prenant Euripide, en le laissant venir comme ça, sans crier gare dans ma parole, je ne fais pas dans la dentelle. Je pourrais quand même m'interdire de citer des paroles aussi bêtes, mais voire haineuses, mais c'est comme ça dès qu'on pense à Hippolyte. Plein de choses méchantes nous reviennent. Hippolyte qui parle bien et déteste avec grandiloquence, pas comme Phèdre qui répète sans cesse les mêmes mots, qui bégaye, qui rougit, je pâlis. Hippolyte, sa misogynie le porte autant que son amour transporte Phèdre. Il a des rêves, Hippolyte, des rêves auxquels je rêve de ne plus rêver. Il rêve d'un monde sans femmes, sans Amazone bien sûr, mais surtout sans femmes qui pourrissent la vie des hommes, c'est bien connu. Il rêve d'un monde en bande d'hommes, encore plus, toujours plus de bandes d'hommes, et encore des bandes d'hommes. Il gêne, il se lamente, il se plaint, il supplie, il s'étale, il dégouline. « Oh, Jupiter, crie-t-il, pourquoi as-tu produit à la lumière du soleil les femmes, cette funeste engeance née pour le malheur des hommes? Si tu voulais propager la race des mortels, tu n'aurais pas dû attribuer ce rôle aux femmes. Les hommes, en te consacrant dans tes temples de l'airain, du fer ou de l'or, auraient acheté de quoi engendrer une postérité, chacun en raison de la valeur de son offrande. Et sans femmes, ils auraient vécu libres au sein de leur demeure. Ce qu'on peut souhaiter de mieux, c'est de voir figurer à son foyer une femme nulle et inutile par sa simplicité. Oui,
Hippolyte rêve chez Euripide d'une petite femme nulle, et puis aussi, et surtout, d'une bande d'Amazones. Mais mâles, ce qui n'est pas banal, parce qu'on ne peut pas dire que des bandes d'hommes, il en manque dans ce monde. Hein, les hommes, comme Hippolyte, sont toujours en bande. Mais Hippolyte, il pousse le rêve masculin, il le pousse jusqu'à en accoucher, dans la douleur. Et puis il rêve surtout de ne plus passer par les mers. Il y a sûrement un moyen, en payant bien, ce qu'il dit Hippolyte, pour que les enfants ne naissent pas comme cela, d'une mère, d'une Hippolyte. Les dieux m'en sont témoins. Hippolyte, fils d'Hippolyte, rêve comme les Amazones d'un monde sans l'autre sexe, mais il rêve, lui, d'une postérité sans mère, sans maternelle. Pourtant, Hippolyte, fils de sa mère, il l'est. Fils de sa mère par ce désir de ne pas accueillir autre chose que son sexe. Fils de sa mère, comme le dit son père Thésée. Je reconnais dans le misérable le caprice bizarre de ces guerrières qui fuient l'hymen légitime et après une longue chasteté se livrent à des inconnus. Rejeton impur, dit Thésée, transplanté dans de plus doux climats, tu te montres fidèle à ta souche. Hippolyte est comme sa mère. Il refuse, par contre, il refuse les femmes. Une déesse le prend, car sans cesse en compagnie de Diane, une autre déesse, en compagnie d'une vierge dans la verte forêt, avec ses chiens agiles, il détruit les bêtes sauvages. Je pense à Hippolyte, celui qui tue, au fils. Oui, à Hippolyte et à la mère, quand même un peu. Qu'est-ce qu'avoir un fils? Un fils qu'on élève à ne pas faire bande, à se faire amazone avec les femmes, pas seulement dans les bandes de gars, avec les gars. Qu'est-ce qu'élever un fils? Je ne sais pas, moi j'ai une fille, même si je pense à Hippolyte. Mais je voudrais effacer cette parole, la parole d'Hippolyte. Ce qui me console de la perte de ma mère, c'est que je puis maintenant haïr toutes les femmes. C'est stupide. Je voudrais l'effacer. Il dit quelque chose comme: si la mère n'était pas morte, il devrait au moins aimer elle, une femme, une seule, ce qui serait bien embêtant. Qu'est-ce qu'élever un fils? Le fils d'Hippolyte que sa mère n'a pas élevé? Qu'est-ce qu'être le fils dans ce monde amazone de mâles? Je pense à Hippolyte et à Colin. Parce qu'heureusement qu'il y a Colin qui, de la haine des femmes, ne connaît rien. Heureusement qu'il y a Colin qui a su lui dénoncer Hippolyte, le chasseur, dans nos cours. Heureusement qu'il y a Colin à qui nous devons continuer de penser. Très grand merci pour cette deuxième réflexion sur les Amazones, sur Hippolyte et Hippolyte. Pour la première fois, je me rends compte qu'en effet, la mère et le fils portent le même nom. C'est assez incroyable, c'est assez inouï aussi dans l'histoire occidentale ou dans notre imaginaire. Alors, est-ce que vous voulez réagir entre vous dans un premier temps? Parce que moi, je peux poser des questions, mais ce serait mieux s'il y a des réactions tout de suite entre vous. Entre ces différents propos, performances, lectures, prestations. Alors, je vais vous lancer une question, même si c'est un peu difficile, évidemment, après une double performance. Une question qui me hante depuis le début du colloque et même avant déjà aussi, et vous avez répondu à cette question, parce que visiblement, une Amazone ne peut jamais venir seule. Elles sont vraiment au pluriel, une figure plurielle singulière d'une certaine façon, et elles sont pour vous tous et toutes armées. Donc il y a toutes sortes d'armes qui ont été convoquées ici, entre le couteau, la lame de rasoir, la parole sur le web, la parole à nouveau, et puis là c'est le corps surtout. On a peu parlé d'ailleurs hier et aujourd'hui de cette implication du corps des Amazones dans le combat. En fait, c'est très, très évident. Puis Catherine, tu avais besoin de te lever pour proférer ton magnifique texte. Alors, est-ce qu'il y a d'autres éléments que les Amazones qui déterminent les Amazones et qui font d'elles justement quelque chose de particulier qu'on a oublié un peu dans l'histoire aussi, parce qu'on ne se promène justement pas avec des armes alors qu'on devrait le faire. Tu nous en as parlé
hier matin. Je vais peut-être le formuler autrement. Y a-t-il un héritage de ces Amazones-là? Nous avons eu 3 exemples d'écrivaines en Amazone, mais sinon on est très sages, on réfléchit, on est dans la pensée, on historise cette figure-là ou ces figures-là, et elles sont vite évacuées en même temps, comme on avait dit déjà aussi, les gorgones. Il y a des figures plurielles, on les dompte un peu moins bien que les Antigones, dont il est encore question ce matin à Radio-Canada à propos du procès. J'ai pensé à notre conférence d'hier aussi. Donc, Madame Ford qui a été comparée à Antigone. Donc ça, on aime beaucoup plus ce type de figure-là. Si vous n'avez pas envie de mais je pense que c'est... Qu'est-ce que c'est la résistance? Qu'est-ce que c'est la résistance? Puis dès qu'on est dès qu'on essaye de résister ou de se rebeller, il ne peut pas être autre chose que question du corps, parce que c'est nos corps qui sont au premier plan attaqués par le système de pouvoir. Moi, je crois vraiment que c'est toute une obéissance dès le départ qu'on développe, ne serait-ce qu'aller à l'école. Hein? Et on nous apprend à nous asseoir. À la garderie. Oui, exactement, même à la garderie. Bon, je ne suis pas allée à la garderie, c'est pour ça que je suis végétarienne. Je pense que c'est important, le corps dans tout ça. Et ce que Marcello nous disait, sur le web, il y a une forme de résistance. Est-ce qu'elle a un rapport au corps? Peut-être, hein, je ne sais pas. C'est juste que je me dis, le geste qu'ils ont fait là, comme ça, il y a comme quelque chose qui se passe dans le... Tu peux dire oui. Qu'elles ont, je ne sais pas si je ferai tant d'années, qu'elles ont fait comme ça il y a quelque chose de, je pense, je sais pas, j'ai l'impression que ça serait bien difficile de penser. Et hier, moi je pensais justement à Christine Ford, il fallait qu'elle soit là. On voulait qu'elle soit, son témoignage soit là. On n'a regardé que son corps d'ailleurs. Lui, on n'a regardé que son corps. Kavanaugh. C'est vraiment, il y a tout un rapport au corps, et je pense que on l'a beaucoup vu dans le colloque, parce que les gens ont beaucoup parlé, les filles ont beaucoup parlé, et les garçons aussi, mais on a beaucoup parlé du corps. Ce qui intriguait beaucoup, c'est Morena, c'est toi qui as amené l'idée dans nos échanges courriels en préparation, c'était aussi beaucoup la représentation de l'Amazone et de ce corps-là, avec cette idée sacrificielle, autant par la guerrière que par l'ablation du sein, mais où les représentations qu'on trouve sont vraiment très esthétisées, vraiment, puis où les représentations de l'ablation du sein, comme un petit filet de sang, il n'y a vraiment pas de douleur, il y a quelque chose de très digne, donc il y a quelque chose qui est déjà vicié, perverti dans ce rapport au corps, dans la représentation qu'on en fait, qui était en fait à l'encontre de ce qu'on voulait proposer, de faire quelque chose qui est dans l'instant, qui est inattendu, qui est improvisé, qui est réel, parce que ce serait ça les Amazones d'aujourd'hui aussi, la réactualisation. Moi, je me rends compte un peu, depuis que j'ai reçu le sujet, qui m'a vraiment beaucoup passionnée, parce que ça a réactivé tout un ensemble de souvenirs pour moi, mais aussi un ensemble de repérages à l'intérieur de la littérature caribéenne et haïtienne. C'est que finalement, je ne savais pas que les femmes pouvaient ne pas être des Amazones. Je crois que j'ai eu vraiment un petit peu cette chance d'avoir un peu ces figures, non, pas nécessairement guerrières, mais en tout cas qui n'hésitaient pas à prendre un petit peu la tête du peloton et puis à déterminer un peu leur parcours. Mais même dans ce contexte-là, je crois que finalement le corps de l'Amazone est peut-être ce retournement de l'âme, parce que quand l'Amazone se saisit de son arme, en fait, elle retourne quelque chose qui normalement est dirigé contre elle. Donc il y a une espèce de retournement, une espèce pour moi d'interruption de quelque chose. Il y a quelque chose qui est interrompu. Et cela ne va pas durer peut-être très longtemps, mais cette interruption pour moi est absolument vitale et essentielle. Dans le côté sacrificiel aussi, ce que je pensais tout à l'heure, c'est quand vous avez nommé Anne Archet,
en entrevue, elle m'a déjà dit, je ne pourrais pas faire ce que je fais à visage découvert. Mhm. Donc, il y a aussi, pour elle, c'est pas l'ablation du sein, c'est l'ablation de la personnalité qui lui permet de libérer la parole qu'elle veut. Mais c'est assez terrible comme phrase quand même en 2018. Pour vouloir écrire du cul sur le web, tu es obligé de te cacher parce que si tu es une femme, tu vas te faire écœurer sans un bon sens. Et je trouvais que même dans sa représentation actuelle, on voit la limite de l'acceptation sociale encore. D'ailleurs, elle se présente comme la femme invisible dans ses auto-représentations. Ouais. Et en fait, je pourrais enchaîner sur ça et sur Anaché. La question de la violence me semble importante, qu'il y a une violence physique quand même quand elle est verbale. Dans le web, je pense que le web est un espace très très physique où le corps est très impliqué. Et d'ailleurs, on le voit, Anaché a investi, et plusieurs des femmes que j'ai citées investissent les réseaux sociaux, typiquement, où il est question de corps, de production du corps, de production de l'image du corps, de production de soi. Et il y a une nécessité de faire cette ablation du sein réapparaît en effet dans comment on produit son propre corps en ligne. Alors ça peut être en l'effaçant complètement comme Anarché, ça peut être en l'exposant de façon violente aussi, comme je sais pas, une série de formes d'écriture qui exposent autrement le corps de femme, toute la pornographie féminine, littéraire ou pas, qui apparaît et qui se pose sur cette violence qui est peut-être la condition de la subversion. C'est-à-dire sans cette violence-là, il est impossible avoir un espace public. En Amazon, j'ai beaucoup aimé les concepts. C'était un peu ce que je pense pouvoir voir émerger sur le web, c'est la constitution d'un espace public qui du coup est régi par des règles autres, qui subvertissent les règles de l'espace public que nous connaissons, qui est fondamentalement phallocentrique. Mais cette production ne peut que reposer sur une violence qui est une violence physique. Donc, Peut-être juste un mot sur l'ablation du sein, parce que ça c'est évidemment une intrusion dans le corps, autogérée, et qui avait quand même un but, selon le mythe, toujours un but très efficace. Donc c'est pour mieux manier l'arc et pas être dérangé par une poitrine qui est quand même le symbole de la féminité par excellence. Et il me semble qu'il y a quelque chose de beaucoup plus violent lorsque on écrit et qu'on existe sur le web à visage dissimulé. Donc c'est une autre forme d'ablation qui me paraît beaucoup plus... Mais qui est aussi fonctionnel. Pour Anarché, comme le disait Catherine, c'est pour pouvoir écrire. Oui, non, donc si l'arme est le stylo ou le clavier, il faut que je n'ai pas de visage, il faut que je me cache, parce que sinon je ne pourrais pas utiliser. utiliser. Mais ça va beaucoup plus loin, parce que l'ablation d'un sein, c'est une chose, on continue d'exister en tant que tel, en tant que sujet, on va dire, alors que sans visage, quelle est l'identité qu'on a? C'est parce qu'il ne peut pas y avoir de reconnaissance directe non plus. Donc cette guerrière ou cette reine Amazone qui est reconnue de tous, mais Anarché, elle ne la reçoit pas. On ne sait pas c'est qui. On ne peut pas la croiser sur la rue et faire « Waouh, je suis une femme ». Donc il manque aussi une partie du tribut de guerre, peut-être qu'elle pourrait amasser, de sa richesse. Elle refuse l'institutionnalisation. À chaque fois que j'ai essayé de l'inviter, donc moi je ne sais pas qui c'est, j'ai essayé de l'inviter à mes cours, à des colloques, etc. Elle a toujours refusé. Et donc bon, je comprends très bien la démarche, mais ça veut dire aussi renoncer justement au tribut de guerre, c'est-à-dire une institutionnalisation de son écriture qui viendrait d'un barbu, quoi. Mais ça fait... exact. Que tu te caches ton visage. Mais peut-être que vous faites faire des seins. Il faut essayer. Mais en même temps, peut-être que là, elle renonce à quelque chose qui fait aussi écran. C'est possible. Et là, on parle de ses... On ne peut pas parler de ses intentions. Non, mais c'est juste pour... C'est pas en tant que personne qu'on en parle, c'est vraiment plus... Un symbole. Un symbole. Ça permet cela. Vas-y. Je me demande, après avoir entendu tout ce qu'on a dit, là, puis après m'être entendu moi-même, je me demande si on n'est pas jusqu'à un certain point tellement tributaire d'une image traditionnelle. Je me demande s'il ne faut pas se libérer en quelque sorte de l'image traditionnelle de l'Amazon pour réinventer. Parce que d'une certaine façon, si on ramène toujours au mythe, si on revient toujours au mythe traditionnel, je me demande si on n'est pas limité en quelque sorte, non? S'il n'y a pas une manière de
de se repenser toujours dans les mêmes paramètres, selon les mêmes paramètres. Tout d'un coup, ça m'a gêné. Là, c'est parfait. Merci beaucoup. Encore à